le même jour d'enlever tous les organes du corps de ta femme. Tous les organes du corps de ta femme avec la permission de qui? Donc cela veut dire que toi, du sous prétexte que tu as épousé l'enfant d'autrui, donc il n'a plus d'accord avec la famille. Mais pourquoi n'avez-vous pas fourni l'effort de vérifier ces cadavres? Étaient-elles réellement blanches qui dormaient? N'était-il pas une silicone à la place de blanche? Pourquoi vous n'avez pas cette procédure-là? On n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Mais parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant, et le lendemain on nous appelle à 5 h pour nous dire qu'elle était morte. Hello, what? Si tu es vraiment garçon, sors et viens contredire ton beau-frère. Ton beau-frère a tout versé sur lui, tu Marcelo. Si tu es un homme, c'est un garçon comme toi qui est venu parler, Marcelo, tu as une image, tu as une église, tu as des fidèles, tu as un peuple que tu conduis. Pour ta crédibilité, papa, sort. Oh, la compassion, oh. Hello, what? Si tu es vraiment garçon, sors et viens contredire ton beau-frère. Ton beau-frère a tout versé sur lui, tu Marcelo. Si tu es un homme, c'est un garçon comme toi qui est venu parler, Marcelo, tu as une image, tu as une église, tu as des fidèles, tu as un peuple que tu conduis. Pour ta crédibilité, papa, sort. Oh, la compassion, oh. Sors. Beaucoup de femmes de pasteurs subissent ça. Mais quand elles viennent à l'église dimanche, elles sont obligées de montrer un bon visage. Elles sont obligées de montrer au peuple de Dieu que oui, marier un homme spirituel, marier un chrétien, et marier un pasteur, oui, c'est le plus beau mariage. Pourtant, elles souffrent de leur foyer. Elles souffrent de leur foyer, Marcelo, sort. Si tu es vraiment garçon, Marcelo, si tu te reproches rien, pour ta crédibilité, mon père, pour ta crédibilité, sors et viens démentir ce que ton beau-frère a dit. Viens jurer sur la Bible que tu n'as jamais connu Esther de ta vie. Ta femme de son vivant a déjà fait jalousie. Si cette histoire d'Esther, il y a eu déjà des problèmes dans ton foyer. Viens démentir aujourd'hui de la nation, Marcelo. Vous pouvez de A plus B que tu es faux. Et je vous dis que moi, quand je saisis quelque chose, on n'a pas reçu les habits des blanches, on a reçu les anciens habits des blanches. Arrêtez de confirmer parce que ce n'est pas encore une année que nous avons perdu quelqu'un qui est parti, elle était en bonne santé, elle prend l'avion, elle était très bien, elle arrive, elle parle avec sa maman un jour avant, et le lendemain on nous appelle à 5 h pour nous dire qu'elle était morte. Nous ne sommes pas bêtes. On avait gardé le silence, c'est parce qu'on savait ce qu'on était en train de faire. Ce n'est pas tout de suite là on pouvait sortir, commencer à dire, râler, non, de quoi est morte notre soeur. Jusqu'aujourd'hui. On voulait voir et que les pasteurs se manifestent avec amour, nous montrer. Peut-être on aurait dit, dire, on laisse. Parce que je suis la grande et elle peut pas me laisser l'héritage. Ok? L'héritage, je dois prendre de mes parents. Ce n'est pas de ma petite sœur. Ma petite sœur doit laisser l'héritage à ses enfants. Donc on devait commencer par là. Être franc, nous montrer ce qu'elle a, ce que la loi dit, et peut-être on allait rendre ça. Mais jusque là, ça s'est pas fait. Il y a une dame qui a dit, Bapé Saki Bissombo. Quel bon Bapé Saki Bissombo, madame? Tu n'es pas de la famille. Quand tu n'es pas de la famille, il faut pas affirmer ou confirmer quelque chose que tu ne connais pas. Nous, on n'est pas des kipides. Tout le monde, les cadets chez nous, ils doivent être maintenant là en Belgique en vacances, ils travaillent. Et moi qui vous parle, je travaille. J'ai fait mes études en Afrique du Sud, je suis chef cuisinier. Alors, dire qu'il a donné l'argent, il a donné symbolique. Il n'a pas voulu faire sortir le lit qu'il dormait avec sa femme, il a donné par symbole. La famille des papas a reçu 1500 €. Nous, la famille des mamans, nous avons reçu 1500 € pour la cuisine. C'est l'argent dont tu es en train de parler. Ce n'est pas l'argent qu'elle a travaillé. Et aujourd'hui, là, son départ a fait que notre maman est dans la chemin de l'hôpital chaque jour. Qui va accepter une dame de 70 ans aujourd'hui, va commencer à prendre les médicaments à tout moment. Mais pourquoi n'avez-vous pas fourni l'effort de vérifier ces cadavres? Étaient-elles réellement blanches qui dormaient? N'était-il pas une silicone à la place de blanche? Avait-elle tous ces organes en place? Parce que la Turquie est réputée en matière de vente des organes. Mais pourquoi vous n'avez pas fait toute cette procédure-là? Oui, madame, c'est vraiment une question vraiment importante. Je crois que quand on a rapatrié les corps de blanches, tout le monde était sous la douleur et l'émotion. Mais j'ai remarqué une chose aussi. Il y avait des gens qui étaient autour de Marcelo, je dirais les membres de la famille. Je n'ai pas dit qu'ils ont été corrompus d'une manière ou d'une autre, mais ils ont essayé de ne pas permettre à tout le monde de suivre la procédure, c'est-à-dire de faire l'autopsie. Ils se disaient, bon, il est mort, il faut qu'il y ait la paix, ils ont voulu faire la morale. Voilà. Or, en réalité, cette morale n'a profité qu'à Marcelo. Parce qu'on aurait dû faire l'autopsie et comprendre la vraie cause de la mort des blanches. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. Une chose encore, Marcelo était toujours à la mort. Là, c'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Il y a une personne qui m'a appelé de quelque part. Le monsieur m'a dit, n'insulte pas mon nom, mais je vais seulement t'aider avec les indices. Il m'a dit, le jour où on a rapatrié les corps de blanches, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte
de ce qui va se faire là-bas. Avoir l'assassiné. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Non, Blanche est partie sans ses organes. Tous ses organes étaient restés en Turquie. Voilà. Donc, nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair ces dossiers. Je interpelle également les gouvernements, je interpelle également les présidents de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est parti, demain, ça sera une autre personne, ainsi de suite. Nous demandons une justice vraie et une enquête indépendante pour ces dossiers. Voilà, donc, j'aimerais qu'on ait une lumière sur ces dossiers. Après avoir perçu les 150 000 $ de sa famille paternelle, Voilà. Blanche ne vous a-t-elle pas donné le détail de comment est-ce qu'elle a utilisé son argent? Mais, madame, Blanche, elle a remis les 100 000 $ à Marcelo, à M. Marcelo. Vous comprenez? Il dit à M. Marcelo, prends ces 100 000 $, ça c'est l'argent que Blanche a remis en espèces comme ça, après la vente de la parcelle. De Maître Kandolo. De Maître Kandolo, paix à son âme. Donc, Blanche a remis en espèces comme ça 100 000 $. Et d'abord, je profite même que nous puissions récupérer d'abord les 100 000 $. Même si nous allons négocier avec Marcelo, qu'il mette d'abord cet argent sur la table, il dit non, voilà l'argent de votre fille, votre défunte fille, je vous remets ça d'abord. Mais puisqu'on nous a dit qu'avec ces 100 000 $, c'est ça qu'ils ont utilisé pour acheter les terrains d'église de la Compassion. Mais si tel est le cas, qu'ils nous remettent l'argent, et l'église en question, qui en profite? C'est Marcelo et ça nous fait voilà. Donc si c'est tel le cas, donc ils nous remettent l'argent, les 100 000 $, qu'ils nous remettent ça. On a besoin de ça. Encore un petit point important. Est-ce que la parcelle que Blanche a offerte à votre maman, elle a acheté par l'argent qu'elle a perçu de son héritage ou avec l'argent du pasteur Marcelo? Parce que j'ai entendu quelqu'un dire que la maman de Blanche habite dans l'une des parcelles de pasteur Marcelo. Donc ça sous-entend quelque chose. Non, déjà que vous n'avez pas les documents, le livre parcellaire. Non, je vais rectifier une chose. Ce n'est pas l'une des parcelles de Marcelo, c'est l'une des parcelles que Blanche et Marcelo ont acheté. Ils ont acheté ensemble parce qu'ils sont travaillés. Vous savez, les gens ont tendance à minimiser. C'est comme si tout ce qu'ils ont eu, c'est Marcelo. Non. Je vous dis, tous les achats qu'ils ont fait, les achats parcellaires, je veux dire, c'est Blanche qui les faisait. C'est Blanche qui les faisait. Je sais que tu es une grande dame dans ce domaine de la presse, madame. Tu peux investiguer. Vous allez voir que même au niveau du cadastre, c'est Blanche qui a signé. Qui signait. Tous les documents, c'est Blanche qui signait. Donc, ce n'est pas que non, Marcelo, Aïs, ils sont là. Non. Ils ont travaillé ensemble pour avoir ça. Voilà. Et vous n'avez pas une crainte, genre qu'une fois que maman sera peut-être plus là, que Marcelo vienne vous déguerpir? Puisque vous ne détenez pas les livrets des logeurs, c'est là où est basée mon inquiétude. D'abord, je crois que ces problèmes, c'est vraiment très important. Les avocats travaillent sur ça. Mais je ne vais pas encore commenter trop sur ces problèmes-là. Et nos avocats, ils travaillent sur ça. Voilà la famille, on est là avec le grand frère des Blanches. C'est un dossier déchirant. C'est comme nous vous l'avions dit, que la cagnotte a été annoncée depuis avant-hier. Et un petit commentaire de votre part sur la cagnotte pourra aussi faire avancer les choses. Donc, mais moi je pense que c'est la communauté, si vous voulez le faire, c'est une façon de soutenir aussi. C'est vraiment une bonne chose. Je ne sais pas trop commenter sur ça, mais au moins je vous dis merci. C'est quoi, c'est ça. Merci. Faisons avancer les choses et pour la pétition. Pour la pétition, les numéros, c'est, je crois, madame, vous allez communiquer les numéros, et parce qu'il y a plusieurs pétitions. Et ici, en Afrique du Sud, également avec Maman International, il va vous annoncer les numéros où vous allez signer la pétition. Et évidemment, en France aussi, il y a une pétition qui est déjà faite. Et voilà, donc vraiment, venez nous soutenir, signer la pétition. Nous devons arriver, nous devons voir clair sur ces dossiers. Nous devons vraiment la lumière sur ces dossiers. C'est vraiment, vraiment important. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est partie, demain, ça sera une autre personne. Et moi, je demande votre contribution, votre vraiment soutien pour qu'il y ait la lumière dans ces problèmes. Voilà. Blanche est partie. Les démarches sont mises en place. Pour quelle finalité? Parce que nous ne n'aimerions pas nous lancer. Ça coûte combien une séance avec toi? 120 €. 120 €, mais les gens payent vraiment ça. Oui, et mon agenda, il est même plein 3 semaines à l'avance. Ah, c'est incroyable. Dans un problème très sérieux pour qu'à la fin, ça ne résulte à rien. Donc tout ce que nous faisons maintenant, je veux que vous puissiez rassurer l'opinion, c'est pour quelle finalité? Le même jour d'enlever tous les organes du corps de ta femme. Tous les organes du corps de ta femme, avec la permission de qui? Donc cela veut dire que toi, du sous-prétexte que tu as épousé l'enfant d'autrui, donc il n'a plus d'accord avec la famille, tu ne demandes même pas à sa famille pour vendre, parce que tu as vendu ces organes. Tu vas pas me dire que, c'est-à-dire que tu as fait un contrat, comme un accord avec ce médecin, tu lui as donné tous les organes qui valent cher de ta femme, vu qu'elle était en bonne santé. C'est là que tes fidèles hypocrites t'ont reçu. Tes fidèles, à qui tu as donné la poudre blanche, ceux qui ont aspiré la poudre blanche, ils t'ont reçu comment? Les fidèles moutons là, ils t'ont reçu comment?
La nouvelle qui est venue remplacer Maman Blanche là, la Tisa qui enfonce, la Tisa qui a prié, qui a conspiré sur le mariage de Maman Blanche. Aujourd'hui, tu allais t'asseoir à la place de Maman Blanche. Comment est-ce que tu t'es sorti de cette chaise? Marcelo Tonassi. Les fidèles de la compassion. Comment vous avez reçu votre homme de Dieu qui vous demande d'étudier une femme pendant 1 an, 2 ans, 3 ans avant de l'épouser? Et lui, dès que sa femme décède, 4 mois après, il allait doter une autre femme. Comment vous l'avez reçu dans votre église? Vous avez été hypocrite envers lui ou bien vous avez été honnête comme moi? Esther Latiza, tu es à l'aise à la place de Maman Blanche. Tu as tellement voulu cette place, Esther. Tu as tellement conspiré, tu as tellement prié Dieu pour cette place. Raison pour laquelle tu t'es fait passer pour une folle pour aller dans les maisons. Analysons un peu l'histoire des audios de Maman Blanche. Maman Blanche souffrait dans son mariage. La famille, vous avez gardé ses audios. Maman Blanche est morte. Vous avez gardé ses audios. Vous êtes sorti réclamer le bien de Maman Blanche. C'était le moment de lancer ses audios. Vous n'avez pas lancé ces audios. Vous êtes emporté par les parfums, et la montre et les sacs. Vous n'avez pas lancé ces audios. Les audios avec de preuves graves comme ça. Les audios qui prouvent que Pasteur Marcelo maltraitait sa femme. Il cherchait à tout prix dia sa femme. Vous avez toujours gardé ça. Vous n'avez pas recouru à la justice. Juste après le remariage de Pasteur Marcelo, les audios sont lancés. Donc ça veut dire si Pasteur Marcelo ne s'était pas remarié, personne n'allait crier à la justice de Blanche. Une année avec des preuves graves comme ça. Personne n'a crié à la justice de Blanche. Maintenant, ça reste à savoir. Les audios là, c'est vraiment pour venger Blanche, pour crier à la justice, ou il y a un intérêt derrière ça? Parce que si c'est vraiment pour la justice de Blanche, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce qu'avec de preuves là, si c'est vrai, vous n'avez pas le temps à perdre sur les réseaux. Cherchez l'État ou la justice à Katalitambu. Parce que sur les toits, vous allez crier, Marcelo est libre. S'il vous plaît, que les choses soient claires. Je ne fais pas cette vidéo pour m'adresser au pasteur Marcelo. Mais je fais cette vidéo pour m'adresser à l'humain qu'est Marcelo. Je ne fais pas cette vidéo pour m'adresser à la prophétesse Esther. Mais je m'adresse à Esther l'humaine. Donc, en bon entendeur, salut. Je ne discute pas sur votre pastorat ou sur l'œuvre que Dieu vous a demandé de faire sur terre. Aussi vrai que vous avez prié pour les membres de votre église, et puis il y a eu des miracles, Dieu a exaucé, ça veut dire que Dieu vous écoute. Ça veut dire que vous êtes des vases par lesquels Dieu passe pour faire son œuvre. Moi, je ne discute pas sur votre pastorat. Moi, je m'adresse à l'humain, Marcelo. Hey, est-ce que tu as laissé le temps à tes enfants de finir de pleurer leur mère? Est-ce que tu as laissé le temps à ton ex-belle-mère de finir de pleurer? Est-ce que tu as laissé le temps même au corps de ton ex-femme de pourrir? J'ai dit que moi, je suis d'accord que tu te remaries. Je suis d'accord que tu ne veuilles pas pécher. Je suis d'accord que la fornication ne soit pas bien. Ce que j'aurais souhaité. Hey, parce que dans cette affaire-là, il y a le peuple. Même le peuple n'a pas fini de pleurer, Maman Blanche. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que tu ailles te marier dans le secret pour pas qu'il y ait le scandale. Même la Bible dit que maudit soit celui par qui le scandale passe. Parce que ça, c'est le scandale. Les païens vont maintenant dire quoi? Bref. Donc, tu te maries dans le secret avec Esther et tu dis à Esther, attends, le peuple finit de faire le deuil. Peut-être moi, je suis assez fort, je sais ce que je fais, mais attends, mes enfants finissent de pleurer. Après, on va te faire le grand mariage que tu mérites. Mais pour ne pas pécher devant la face du Seigneur, faisons d'abord ça. Comme ça, on aurait compris. 5 ans après ou 3 ans après, quand tu allais venir nous annoncer que tu fais un grand mariage, n'est-ce pas, nous-mêmes, on avait payé les billets d'avion, on avait venu. Ouais, Seigneur. Seigneur. En tout cas, à toutes les femmes mariées. Est-ce que vous avez écouté les voices de Maman Blanche en train de circuler? Maman Blanche, c'est l'ancienne femme du pasteur Marcelo qui est malheureusement décédée. Un an après, pasteur Marcelo, il s'est remarié et la famille de Maman Blanche a décidé de sortir les audios là pour prouver au monde entier que le monsieur n'est pas vraiment un monsieur 5 comme il le prétend si bien. Parce qu'on dit que le pasteur Marcelo, il avait voyagé pour la Turquie avec sa femme. Quand il est arrivé là-bas, elle avait fait un voice pour dire à sa mère qu'elle a bien voyagé, elle est bien arrivée. Le lendemain, le pasteur Marcelo appelle la famille pour dire qu'elle est ripe. Il rentre enterrer sa femme dans un cercueil qui est scellé. Heureusement pour Maman Blanche, elle avait déjà commencé à faire les voices, envoyer à sa famille depuis longtemps, comme quoi elle et le pasteur Marcelo, ça ne va plus. Dans les voices là, elle explique que la famille du pasteur Marcelo était en train de la rendre psychopathe. Dans ce sens, il pensait qu'elle profitait plus de l'argent du pasteur Marcelo qu'elle-même. Voilà Maman Blanche que ses audios sont en train de sortir. Pasteur Marcelo! Même les hommes de Dieu. Moi, je ne te juge pas. Moi, je ne suis qu'un simple pécheur comme toi. Mais, pasteur Marcelo! Il faut bien choisir les gens que vous suivez. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce que les gens racontent parfois là que Jésus est monté, il faut vous réconcilier. Ce n'est pas l'or. Il y a des... Le scandale éclata comme une tempête dans un ciel déjà chargé d'ombre et de soupçons. Le nom du pasteur Marcelo Tunassi, autrefois synonyme de ferveur, de foi et de promesses de miracles, résonnait désormais comme celui d'un homme entouré de mystères et de mensonges. Les fidèles qui, hier encore, remplissaient son église en levant les mains au ciel, commençaient peu à peu à murmurer derrière son dos, à se poser des questions qu'ils n'osaient pas prononcer à voix haute. Et au centre de cette tempête, il y avait elle, Maman Blanche. Celle que l'on présentait comme une femme pieuse, douce et fidèle, avait été arrachée à la vie de manière soudaine,
et son corps avait été expédié depuis la Turquie sans que sa propre famille ait eu le temps de comprendre ce qui s'était réellement passé. Le frère de Maman Blanche, un homme au regard dur et à la voix brisée par la colère, n'avait pas accepté le silence qui entourait cette mort. Devant les caméras, face aux journalistes avides de vérité, il accusa ouvertement le pasteur Marcelo d'un crime plus terrible encore que la mort elle-même, celui d'avoir vendu les organes de sa propre épouse. Comment comprendre, clamait-il, que le cercueil soit arrivé, que le corps soit là, mais que l'intérieur, ce qui fait l'essence même d'un être humain, ait disparu. Les mots claquaient comme des coups de fouet, soulevant l'indignation, mais aussi la peur. Car accuser un homme d'avoir profané le corps de sa femme pour en tirer profit, c'était franchir une ligne rouge. Ce jour-là, sur la grande place où il rassemblait ses partisans, le frère de Blanche parla avec le feu d'un révolutionnaire. Il raconta comment, à l'arrivée du cercueil, personne dans la famille n'avait osé ouvrir le corps, par respect, par pudeur, mais aussi parce que Marcelo avait précipité les obsèques. Il avait insisté pour que tout soit fait vite, dans la dignité, avait-il dit. Mais désormais, cette rapidité paraissait suspecte. Pourquoi autant de hâte? Pourquoi n'avoir pas attendu que les médecins légistes puissent faire leur travail? Pourquoi ne pas avoir donné à la famille l'occasion de dire adieu en toute transparence? Ces questions résonnaient dans l'air comme des balles perdues, atteignant chaque oreille, chaque conscience. Et puis, vint la révélation qui mit le feu aux poudres. Lors d'une interview, un proche de la famille avoua à demi-mot qu'ils avaient fini par apprendre que certains organes manquaient. Le cœur, les reins, et même le foie de Maman Blanche semblaient introuvables. Un silence glacé s'était abattu sur la salle d'interview, avant que la nouvelle ne se répande comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Les vidéos devinrent virales, les hashtags pullulèrent, et bientôt, l'affaire Marcelo Tunasi franchit les frontières. Dans les rues, les fidèles étaient partagés. Certains criaient au complot, affirmant que le frère de Blanche cherchait seulement à salir le nom d'un homme béni, jalousé pour sa réussite et son influence. D'autres, en revanche, n'hésitaient pas à lancer des pierres symboliques contre les murs de l'église, accusant Marcelo d'être un faux pasteur, un charlatan qui n'avait jamais servi Dieu mais seulement son ambition dévorante. Les réseaux sociaux, les radios locales, les plateaux de télévision ne parlaient plus que de cela. Fallait-il exhumer le corps de Maman Blanche pour savoir la vérité? La famille de Blanche, blessée dans son âme, réclamait haut et fort une autopsie. « Nous voulons savoir !» criait sa mère, les larmes aux yeux, la voix étranglée. « Si elle est morte de maladie, qu'on nous le prouve. Si elle est morte d'un accident, qu'on nous le montre. Mais si quelqu'un a osé toucher à son corps, si quelqu'un a vendu ses organes pour de l'argent ou pour des rituels, alors ce coupable doit payer, même s'il s'agit de Marcelo lui-même. » Ces mots résonnèrent jusque dans le bureau des autorités. La justice fut interpellée. Les médecins légistes furent sollicités. Les hommes de loi commencèrent à s'agiter. Mais Marcelo, lui, restait muré dans un silence glacial. Lors de ses sermons, il parlait encore de Dieu, de foi et de miracles, mais son visage, jadis rayonnant, paraissait désormais fermé, crispé. Ses yeux brillaient d'une inquiétude qu'il ne parvenait plus à cacher. Et derrière lui, certains de ses plus proches collaborateurs commençaient à prendre leur distance. Les soutiens s'effritaient comme du sable entre les doigts. L'affaire prenait une ampleur nationale, puis internationale. Les voix se levaient de partout. On accusait Marcelo d'être un homme avide, prêt à tout pour conserver son succès, y compris à sacrifier celle qui partageait sa vie. Les spéculations les plus sombres circulaient. Certains disaient qu'il avait vendu les organes de Maman Blanche à des réseaux clandestins pour plusieurs millions de dollars. D'autres affirmaient qu'il les avait offerts dans un rituel occulte, afin d'accroître sa puissance spirituelle et sa richesse matérielle. Peu importait la vérité à ce stade, car dans l'imaginaire collectif, l'image de Marcelo était déjà salie, irrémédiablement ternie. Les jours passèrent, mais la rumeur ne faiblissait pas. Au contraire, elle s'intensifiait. Dans chaque quartier, dans chaque marché, les conversations tournaient autour d'une seule question. Marcelo Tunasi a-t-il vendu les organes de sa femme? Les plus âgés secouaient la tête avec gravité, se souvenant d'autres scandales, d'autres histoires de pasteurs tombés en disgrâce après avoir abusé de la confiance des fidèles. Les plus jeunes, eux, armés de leur téléphone, partageaient vidéos, témoignages et suppositions, comme si chaque nouvelle publication sur les réseaux sociaux pouvait apporter une preuve décisive. La pression monta d'un cran lorsque des associations de défense des droits humains s'en mêlèrent. Pour elles, cette affaire ne pouvait pas rester dans le flou. Il fallait exhumer le corps, il fallait une autopsie. Un communiqué officiel fut publié, réclamant la transparence totale. Les mots étaient lourds. Si les organes ont été prélevés sans consentement, il s'agit d'un crime contre la dignité humaine. Ces phrases furent reprises par les médias internationaux, donnant à l'affaire un écho mondial. Pendant ce temps, le frère de Blanche, devenu malgré lui une figure publique, parcourait les plateaux de télévision, la voix tremblante mais ferme, les yeux rougis par les larmes et la colère. Il répétait inlassablement la même chose.
je n'ai pas peur de Marcelo, je n'ai pas peur de ses fidèles, je n'ai peur que d'une chose, que la vérité meure avec ma sœur. » Ces paroles frappaient les cœurs. Beaucoup commencèrent à voir en lui le porte-parole d'une cause plus grande que lui, celle de la vérité face à la corruption des puissants. De son côté, Marcelo semblait de plus en plus isolé. Ses prêches, autrefois si enflammés, perdaient de leur éclat. Là où les fidèles se bousculaient autrefois pour entrer dans son église, désormais les bancs commençaient à se vider. Les chants de louanges étaient moins intenses, les cris de ferveur moins nombreux. Et chaque fois qu'il montait en chair, il sentait ces regards qui le transperçaient, mi-doutants, mi-accusateurs. On venait encore l'écouter, mais non plus parfois. On venait pour scruter ses mots, pour chercher dans ses gestes la moindre preuve de culpabilité. Puis un soir, un événement fit basculer l'affaire dans une dimension encore plus sombre. Une vidéo anonyme fut publiée en ligne. On y voyait un cercueil, ouvert à moitié. La nuit précédant l'exhumation officielle, le pays tout entier semblait suspendu dans un silence étrange, presque irréel. Dans les maisons, les gens parlaient à voix basse comme s'ils craignaient que leurs propres mots réveillent des forces invisibles. Certains priaient, d'autres juraient que l'aube apporterait un scandale sans précédent, une vérité capable de détruire à jamais l'image de Marcelo. D'un côté, il y avait ceux qui voulaient croire encore à son innocence, s'accrochant désespérément à l'idée que leur guide spirituel ne pouvait pas avoir commis l'irréparable. De l'autre, il y avait ceux qui avaient déjà condamné l'homme dans leur cœur, persuadés qu'il avait trahi non seulement sa femme, mais aussi Dieu et son peuple. Dans les coulisses, les journalistes travaillaient sans relâche. Chaque rédaction voulait être la première à révéler la vérité. Des enquêteurs indépendants fouillaient les registres d'hôpitaux en Turquie, interrogeaient des employés, recoupaient des informations. L'un d'entre eux, connu pour son acharnement et ses enquêtes explosives, publia un dossier accablant. Il révélait que Marcelo avait eu des rendez-vous secrets avec un chirurgien turc impliqué dans des affaires louches de transplantations illégales. Pire encore, des transferts bancaires suspects, venant directement des comptes liés à l'église, semblaient prouver qu'une énorme somme d'argent avait circulé à la veille du décès de Blanche. Ces révélations semèrent un vent de panique. Certains fidèles, abasourdis, se sentaient trahis, manipulés, dupés. Comment a-t-il pu utiliser nos dîmes, nos offrandes, pour financer des choses pareilles, murmurait une femme, effondrée devant les caméras. Nous avons tout donné pour son ministère, et c'est ainsi qu'il nous remercie. La douleur se transformait en rage. Dans certaines églises satellites de Marcelo, des fidèles brisèrent les bancs, renversèrent les chairs, comme pour effacer toute trace de celui qu'ils appelaient autrefois papa spirituel. Pendant ce temps, le frère de Blanche ne dormait plus. Il recevait des menaces anonymes, des appels au milieu de la nuit, des messages lui intimant de se taire s'il voulait rester en vie. Mais loin de l'intimider, cela renforçait sa détermination. « S'ils veulent me faire peur, disait-il, qu'ils viennent. Je ne reculerai pas. Tant que ma sœur ne repose pas en paix, je ne baisserai pas les bras. » Son courage galvanisait les foules, et beaucoup commencèrent à voir en lui un héros, un homme prêt à se dresser contre la corruption, même au péril de sa vie. Marcelo, de son côté, se murait de plus en plus dans le silence. Ses avocats lui conseillaient d'attendre, de laisser la justice parler, mais il voyait bien que son empire religieux vacillait. Des pasteurs alliés commençaient à se distancer de lui, publiant des communiqués où il affirmait leur tristesse et leur incompréhension. Même certains de ses proches collaborateurs, des hommes et des femmes qui lui avaient juré fidélité, disparaissaient soudainement de la scène. Marcelo n'était plus entouré que de quelques fidèles irréductibles, ceux qui croyaient encore à sa sainteté, persuadés qu'il traversait simplement une épreuve spirituelle. Et puis vint le jour fatidique. Très tôt le matin, la police et les médecins légistes arrivèrent au cimetière, escortés par des véhicules blindés, car on craignait des débordements. Des centaines de personnes s'étaient déjà rassemblées, priant, criant, certains brandissant des pancartes accusatrices, d'autres portant des photos de Marcelo en signe de soutien. La tension était telle qu'un simple mot pouvait déclencher une émeute. Les autorités ordonnèrent le silence. Le cercueil de Maman Blanche fut déterré, sous les yeux d'une foule qui retenait son souffle. Chaque geste des fossoyeurs, chaque coup de pelle semblait durer une éternité. Quand enfin le bois du cercueil apparut, des pleurs s'élevèrent, des cris résonnèrent. La mère de Blanche s'évanouit, soutenue par ses proches. Le moment de vérité approchait. Les médecins légistes s'approchèrent, entourés de policiers et de caméras. L'ouverture du cercueil fut filmée, retransmise en direct, comme un verdict attendu par toute une nation. Quand le couvercle fut retiré, un frisson parcourut la foule. Le corps de Blanche reposait là, mais quelque chose n'allait pas. Les médecins se penchèrent, observèrent, palpèrent, notèrent. Puis l'un d'eux, le plus expérimenté, leva la tête et secoua lentement la tête, comme accablé par ce qu'il venait de voir. Les murmures se transformèrent en clameurs. « Alors, qu'avez-vous vu » cria la foule.
Mais les médecins refusèrent de répondre sur place. Ils ordonnèrent que le corps soit transféré immédiatement à la morgue centrale pour des analyses approfondies. Le silence des experts en disait long. Et pour beaucoup, il ne faisait déjà plus de doute. Les organes avaient bel et bien disparu. Ce soir-là, les rues s'embrasèrent. Des manifestations éclatèrent dans plusieurs quartiers, certains réclamant la prison pour Marcelo, d'autres jurant de défendre leur pasteur jusqu'au bout. Le pays sombrait peu à peu dans le chaos. Les jours qui suivirent l'exhumation furent marqués par une atmosphère de plomb. Les rues ne désemplissaient pas. À Ouagadougou comme à Kinshasa, les débats faisaient rage. Marcelo était-il coupable? Les uns disaient oui, convaincus que la disparition des organes n'était pas un accident mais un acte volontaire, froidement calculé. Les autres criaient au mensonge, accusant les journalistes et les opposants religieux d'avoir monté un complot destiné à détruire la réputation d'un homme de Dieu. La police avait dressé des barricades autour de la morgue où reposait désormais le corps de Blanche. Les médecins légistes travaillaient sous haute surveillance, conscients que leur rapport allait déclencher soit une révolution, soit un séisme religieux. Pendant 3 jours, ils procédèrent à des examens minutieux. Des prélèvements furent envoyés à l'étranger, les radios médicales furent répétées, chaque os, chaque organe restant fut scruté. Et plus les heures passaient, plus l'angoisse grandissait. Au 4e jour, l'annonce fut faite. Le rapport officiel allait être publié publiquement, au cours d'une conférence de presse exceptionnelle retransmise en direct. Le peuple entier se figea. Les marchés s'arrêtèrent. Les écoles fermèrent plus tôt. Dans les maisons, on ralluma les vieux postes de télévision, on colla les oreilles aux radios. L'attente était insoutenable. Quand les médecins entrèrent dans la salle de conférence, le silence fut absolu. Le principal expert, un homme âgé à la barbe grisonnante, prit la parole d'une voix lente, mesurée. Ces mots tombèrent comme des pierres. Après examen complet du corps de la défunte, il est confirmé que plusieurs organes vitaux sont absents. Un brouhaha explosa immédiatement dans la salle. Mais il leva la main, imposant de nouveau le silence. Le cœur, le foie et les 2 reins ont été retirés. Aucun acte médical ou trace chirurgicale officielle ne justifie cette absence. Tout porte à croire qu'ils ont été prélevés post-mortem, dans des conditions clandestines. Ces mots déclenchèrent une onde de choc. La nouvelle se répandit comme la foudre. Dans les rues, les foules hurlèrent. Certains tombèrent à genoux, pleurant, priant. La nuit qui suivit la conférence de presse fut la plus longue que le pays ait connue depuis des années. Des foules immenses descendirent dans les rues, brandissant des torchets, criant justice, chantant des psaumes mêlés de colère et de désespoir. Les murs de l'église centrale de Marcelo furent couverts d'inscriptions accusatrices. Voleurs d'âmes, assassins de Blanche, rends-nous nos offrandes. Des pierres volèrent contre les vitraux, certains fidèles brûlèrent leurs anciennes bibles annotées de ses prédications. Ce qui avait été un sanctuaire était en train de devenir un champ de ruines. Les autorités, débordées, déployèrent l'armée pour contenir la foule. Mais les soldats eux-mêmes semblaient divisés. Certains exécutaient les ordres, d'autres murmuraient qu'ils ne lèveraient jamais leurs armes contre un peuple qui réclamait simplement la vérité. Les rues sentaient la poudre, la sueur et la peur. Pendant ce temps, Marcelo se cachait dans une résidence luxueuse aux abords de la capitale. Cloîtré, entouré de quelques gardes fidèles, il vivait dans la paranoïa. Chaque coup de téléphone le faisait sursauter, chaque bruit derrière les murs lui donnait l'impression d'être trahi. Son empire spirituel s'écroulait à une vitesse vertigineuse. Les églises partenaires lui tournaient le dos, les sponsors financiers annulaient leurs contrats, et même certains de ses plus proches collaborateurs commençaient à parler aux journalistes, livrant des témoignages glaçants. Un ancien diacre déclara à la télévision. Marcelo n'était pas seulement un homme de Dieu. C'était un homme obsédé par la richesse et le pouvoir. Il parlait souvent d'offrandes spéciales, de sacrifices spirituels. Il disait que pour être grand, il fallait payer un prix. Mais jamais je n'aurais cru qu'il irait jusqu'à toucher au corps de sa femme. Ces mots, venant d'un proche, achevèrent d'enfoncer le pasteur. Sur le plan international, les réactions se multiplièrent. Des ONG dénoncèrent le trafic d'organes en Afrique comme une plaie longtemps ignorée. Des pays voisins appelèrent à une enquête régionale. Même en Turquie, certains médecins furent arrêtés, soupçonnés d'avoir collaboré dans le prélèvement des organes de Blanche. L'affaire Marcelo était devenue une affaire d'État. Le frère de Blanche, désormais figure centrale de cette révolte, mena une marche silencieuse en mémoire de sa sœur. Des milliers de personnes l'accompagnèrent, bougies à la main, chantant des cantiques. L'image fit le tour du monde. Les larmes de ce frère, la dignité de cette foule, contrastant avec le silence accusateur de Marcelo, marquèrent un tournant. Sous cette pression insoutenable, le gouvernement n'eut plus le choix. Un soir, les autorités annoncèrent officiellement l'arrestation du pasteur Marcelo Tunasi.
La nouvelle se répandit comme une détonation. Certains applaudirent, d'autres pleurèrent, mais tous comprirent que l'homme qui se croyait intouchable allait désormais devoir répondre de ses actes. Au petit matin, les caméras captèrent l'image de Marcelo, encadré par des policiers cagoulés, menottés, le visage blême, ses yeux fuyant derrière des lunettes noires. L'image fit le tour des réseaux sociaux, et un cri monta des foules, « Justice pour Blanche !» Mais pour beaucoup, ce n'était que le début. Car si Marcelo tombait, qui d'autre allait être dévoilé? Quel réseau, quelle complicité allait surgir de l'ombre? L'affaire promettait de secouer encore plus que la mort d'une femme. Elle menaçait d'exposer un système entier où la religion, l'argent et le crime s'entremêlaient dans le sang et le silence. L'arrestation de Marcelo Tunasi fit l'effet d'un séisme. Les images de lui, menotté, circulaient partout, sur les téléphones, dans les journaux, sur les écrans géants des télévisions locales. Pour certains, c'était la justice divine qui s'accomplissait enfin. Pour d'autres, c'était une humiliation insupportable, la preuve qu'on cherchait à abattre un homme de Dieu. La société était plus fracturée que jamais. En prison, Marcelo fut placé à l'isolement. La cellule, froide et nue, contrastait brutalement avec les villas luxueuses et les hôtels où il avait l'habitude de résider. L'homme qui prêchait chaque semaine devant des foules de milliers de personnes se retrouvait désormais face à lui-même, enfermé entre 4 murs gris. Il priait à voix basse, répétant qu'il était victime d'un complot, mais même ses gardiens semblaient douter de ses paroles. Certains se signaient en le regardant, comme si un démon avait été révélé derrière le masque du pasteur. À l'extérieur, la tension ne retombait pas. Chaque soir, des centaines de manifestants se regroupaient devant la prison, certains pour réclamer sa condamnation, d'autres pour exiger sa libération. Des affrontements éclatèrent entre les deux camps, et la police dut intervenir à coups de gaz lacrymogène et de matraques. La mort de Blanche, au-delà de l'aspect tragique, devenait une véritable bataille idéologique. Le frère de Blanche, infatigable, multipliait les interventions publiques. Il exigeait que le procès se tienne rapidement, et surtout, qu'il soit public. Le peuple doit entendre la vérité de sa bouche. Plus jamais l'ombre ne doit couvrir la lumière, déclarait-il d'une voix ferme. Chaque mot galvanisait les foules. On l'appelait désormais le gardien de Blanche. Les avocats de Marcelo, eux, travaillaient jour et nuit pour sauver ce qui pouvait l'être. Leur stratégie reposait sur une ligne simple, nier toute implication directe et accuser des réseaux obscurs d'avoir profité du décès de Blanche pour commettre ce crime. Mais plus les semaines avançaient, plus les preuves s'accumulaient contre leurs clients. Relevés bancaires, communications interceptées, témoignages d'anciens collaborateurs. Tout semblait pointer vers Marcelo. Puis, une nouvelle révélation fit exploser l'opinion publique. Un médecin turc arrêté à Istanbul accepta de coopérer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Dans son témoignage, il affirma sans détour que le corps de Blanche avait bien été livré dans une clinique privée, et que Marcelo avait personnellement supervisé le prélèvement des organes. Les documents bancaires montraient en parallèle un virement massif effectué le lendemain par une société écran liée à l'église du pasteur. La presse s'empara de cette révélation avec frénésie. Les journaux titraient « Marcelo complice d'un trafic international. Le scandale des organes de Blanche confirme la chute du pasteur ». Les chaînes étrangères s'intéressaient de plus en plus à l'affaire, et bientôt, le nom de Marcelo Tunasi devint un sujet mondial, cité dans les débats sur la corruption, le trafic d'organes et la manipulation religieuse en Afrique. Dans les rangs de ses fidèles, les divisions s'approfondissaient. Certains, malgré tout, continuaient à croire en son innocence, persuadés qu'il s'agissait d'un sacrifice spirituel nécessaire et que Marcelo payait simplement le prix de son élévation. Mais beaucoup d'autres abandonnaient la barque, se sentant trahis, humiliés d'avoir cru en un homme qui, derrière son visage de pasteur, avait peut-être caché un criminel. Enfin, le jour tant attendu arriva. Le procès de Marcelo Tunasi fut annoncé officiellement. Il aurait lieu dans la grande salle du tribunal de la capitale, sous haute sécurité, et serait retransmis en direct pour éviter toute manipulation. La nouvelle fit trembler la nation. Certains y voyaient le moment où la vérité éclaterait enfin. D'autres craignaient que le procès ne plonge le pays dans le chaos.